Christophe Itier, bonjour. Bonjour. Vous êtes haut-commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale. Tout d'abord, première question, comment se porte le secteur? Quelle est l'évolution des dernières années? Alors, le secteur a une situation assez contrastée parce qu'on voit qu'au niveau macroéconomique, contrairement aux autres secteurs de l'activité économique, l'emploi progresse, l'engagement des citoyens ne faiblit pas. On a toujours autant de nos concitoyens qui s'engagent dans le mouvement associatif. Donc ça, c'est plutôt des choses qui sont extrêmement positives. Il y a des innovations sociales, sociétales, environnementales qui naissent tous les jours. Ensuite, il y a le revers de la médaille, c'est aujourd'hui, on est dans un changement aussi d'environnement économique, notamment des politiques publiques aussi, on pourra éventuellement en parler, qui peuvent fragiliser un certain nombre de structures qui sont mal préparées ou qui sont pas au rendez-vous de ces paradigmes. Et donc, le bilan est contrasté. On voit bien qu'on est dans une période de mutation et de transition, et c'est pas un hasard si le haut-commissaire est rattaché au ministère de la Transition écologique et solidaire. Quels sont donc les principaux défis auxquels les associations et fondations doivent-elles faire face? Plusieurs défis. D'abord, le défi de la gouvernance, avec le renouvellement de cette gouvernance. Je sors d'une table ronde où ça a été largement évoqué. Donc, comment on attire des jeunes actifs dans les conseils d'administration pour renouveler cette gouvernance. Deuxième sujet, c'est le modèle économique. Aujourd'hui, on était sur un secteur qui était largement assis sur des financements publics, qui aujourd'hui sont dans un trend de raréfaction, et donc ça met à mal la question des contrats aidés, a révélé cela, le modèle économique de certaines associations, et donc comment on ouvre des nouvelles voies d'hybridation des moyens, des nouveaux leviers de financement de l'innovation sociale et du monde associatif, tout en essayant aussi d'accompagner ces acteurs vers ce changement, parce qu'ils sont profonds, donc il faut aussi du temps et des moyens pour les accompagner. La suppression des emplois aidés, vous l'avez abordé très rapidement. Comment on aide les associations à pallier cette suppression? Alors d'abord, ce n'est pas la suppression, c'est la diminution, certes importante, mais ce n'est pas la suppression des contrats aidés. Derrière la contrat aidé, il y a trois sujets. Il y a le sujet de l'insertion professionnelle, donc de la lutte contre le chômage de longue durée. Ça, c'est une question que nous devons travailler. Les acteurs sont unanimes pour dire qu'il faut améliorer les dispositifs d'insertion professionnelle. Donc, il y a une mission qui est en cours aujourd'hui, qui est conduite par Jean-Marc Borrello et qui va rendre ses recommandations fin d'année. Et donc, on va mettre un coup de boost sur ces contrats d'insertion professionnelle comme des instruments de lutte contre le chômage de longue durée. Et ensuite, dans les contrats aidés, ce qui a révélé la situation actuelle de baisse des contrats aidés, c'est qu'aujourd'hui, c'était aussi un moyen détourné pour les associations de faire face à la baisse des subventions, à la baisse des dotations. Et donc, c'est ce sujet-là qu'il faut traiter. Et ça, c'est ma responsabilité au sein de ce gouvernement de créer les conditions, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la fois pour dire certaines associations n'ont pas de modèle économique parce que c'est pas leur vocation. On peut tordre la question dans n'importe quel sens. Elles n'ont pas de vocation à avoir un modèle économique pérenne. Et donc, c'est forcément les financements publics qui vont les aider à continuer à faire leur mission. Et puis après, il y a des associations qui peuvent muter dans leur modèle. C'est ce que nous allons faire. On parlera peut-être de la feuille de route après, en ouvrant des nouvelles pistes, des nouveaux leviers. Simplement là, il faut les accompagner dans cette transition qui est parfois un peu complexe pour les organisations. Je reviens sur cette baisse et non cette suppression. Mais cette baisse représente combien de suppressions? Alors si on met tout cela en perspective, 2016, donc dans le gouvernement précédent, 450 000 contrats aidés. 2017, toujours sous le gouvernement précédent, parce que on emporte la responsabilité, et c'est normal, mais dans le gouvernement précédent, baisse de 150 000 déjà contrats aidés. Et ce qui fait qu'on a une grosse difficulté en cette fin d'année, c'est que le précédent gouvernement non seulement avait supprimé 150 000 contrats aidés sur l'ensemble, mais en plus avait consommé l'ensemble des crédits, pour des raisons électoralistes qu'on aura bien compris, au mois de juin. Et donc on a dû faire face non seulement à cette baisse, mais en plus à un déficit de crédit. Et donc on a remis au pot, si je peux me permettre l'expression, 40 000 emplois aidés pour essayer d'amortir le choc. Le choc est là néanmoins. Deuxième sujet, 2018, on sera sur un niveau d'emplois aidés de 200 000 contrats aidés. Et c'est là qu'intervient le sujet, c'est d'un côté comment les contrats d'insertion qui ne sont pas dans les contrats aidés, on les muscle pour être plus efficaces sur la lutte contre le chômage, et comment on leur donne plus de moyens. Ça, c'est la mission qui est en cours et qui donnera ses conclusions fin d'année. Et deuxième sujet, c'est sur les contrats aidés résiduels. On sait qu'on a des associations qui ont un modèle économique non pérenne. Elles doivent bénéficier prioritairement de ces contrats aidés qui sont en fait des contrats de solidarité et de cohésion sociale.
Idem pour certains publics. Je pense notamment aux seniors en fin de carrière. C'est quand même, ça sera compliqué, même si on déploie des trésors de formation et d'insertion, de remettre un certain nombre de publics au travail. Donc c'est ce volant résiduel de contrats aidés qui doit être des contrats de solidarité nationale, parce que c'est aussi la mission de l'État de maintenir cette solidarité. Vous êtes chargé de publier une feuille de route de l'ESS et un nouveau schéma d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes ? Alors, il y a deux priorités. Alors, bien sûr, il y aura la question européenne, puisque le président veut refonder le projet européen. L'ESS doit y prendre sa part. Il y a la question aussi des enseignements, de l'éducation, comment on forme aussi les plus jeunes et les sensibilise à cette question, ce nouveau mode d'entreprendre qui est le mode associatif ou ESS. Et puis surtout, deux grosses priorités qui vont nous conduire fin d'année à vraiment concrétiser la feuille de route. Un premier axe qui est un pacte de mesures de croissance et de consolidation du secteur. Ça veut dire clairement poser la question pour les associations de la sécurisation de leur modèle économique, donc des aspects réglementaires, des aspects budgétaires, fiscaux. On a parlé dans la table ronde que je viens de quitter aussi de la notion d'intérêt général, où on fixe la limite. On sait que beaucoup d'associations sont en difficulté aussi avec ça parce qu'elles développent des activités de prestations commerciales, mais en même temps, ce qu'elles gagnent d'un côté, elles le perdent de l'autre en matière de mécénat. Donc toutes ces questions-là, on va les poser sur la table, la commande publique. Et donc, rendez-vous début d'année prochaine. On est en train de le co-construire avec l'ensemble des acteurs pour que cette feuille de route se concrétise, pour qu'on trace une perspective de développement et de consolidation du secteur à l'échelle de 5 ans. Première priorité. Deuxième priorité, c'est l'innovation sociale. Aujourd'hui, des tas de projets émergent dans les territoires et trouvent des solutions aux problèmes d'aujourd'hui et aux problèmes de demain. Comment on les qualifie, comment on les source, comment on définit mieux l'innovation sociale. 2, comment on leur donne un environnement économique plus adapté, notamment dans l'amorçage et dans le changement d'échelle. Comment on déverrouille aussi les aspects réglementaires. Aujourd'hui, l'innovation se met au service de l'administration. On va faire plutôt l'inverse. C'est l'administration qui doit se mettre au service de l'innovation. Et puis après, comment on mesure l'impact et comment surtout on accompagne les acteurs. Je vais vous quitter, je vais rejoindre une table ronde sur l'accompagnement au changement des acteurs associatifs, fondations et de l'ensemble de l'ESS. C'est un enjeu majeur parce qu'on est sur des changements extrêmement importants et il faut que l'on puisse accompagner ces acteurs vers ce nouveau paradigme. Très bien, je vous laisse aller à votre nouvelle table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous.